beaucoup. Merci tout le monde. J'apprécie l'opportunité de vous parler cet après-midi. Je pense que c'est une question importante. D'abord, très brièvement, la SIC, qu'est-ce que c'est la SIC? La SIC est une société immobilière de la couronne canadienne. Je souligne que quand on dit société immobilière, ça veut dire société commerciale autonome du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement du Canada. Et quand nous travaillons nos projets, rendez-vous compte que nous travaillons sur des terrains que nous avons achetés du gouvernement du Canada, comme les bassins du Nouveau-Havre, comme d'autres, c'est des terrains que nous avons acquis pour leur valeur marchande et nous les mettons en valeur selon notre triple bottom line que j'expliquerai dans un instant. Alors, c'est peut-être un détail, mais ça explique un peu le comportement de notre société et les objectifs qui nous motivent. Et le triple bottom line dont je fais référence et qui me positionne peut-être dans mon intervention, c'est nous devons toujours nous rendre compte que nous livrons des bénéfices sur le plan économique, sur le plan communautaire et le plan environnemental, dans tous nos projets. Alors, peut-être ça fait de la SIC un promoteur immobilier un peu différent que les autres, parce que je ne peux pas dire que les autres promoteurs, plus à caractère privé, visent ce triple bottom line-là, bien que plusieurs essayent de générer de tels bénéfices, mais la SIC se caractérise par cela. La question qui m'a été posée dans le cadre de ce thème « Un quartier vert, animé et dynamique » est la suivante. Le potentiel de développement immobilier du quartier est des limites à ce développement compte tenu d'autres objectifs souhaitables à mettre en œuvre. Tout ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est une question extrêmement complexe. Le développement immobilier n'a pas de limites et a beaucoup de limites en même temps. Alors, il faut toujours explorer qu'est-ce que ça veut dire le développement immobilier dont on parle et quelles pourraient être les limites ou qu'est-ce qu'on peut penser en termes de limites. Alors, avant d'entrer dans la question de Griffintown comme telle sous cet angle-là, je citerai 3 projets que la SIC fait, mais qui sont des projets. Puis je vais tirer la différence dans un instant entre un projet et ce que nous parlons aujourd'hui. D'abord, pour être loin de Montréal, nous avons un grand projet à Calgary qui s'appelle Currie Barracks. C'est une ancienne base militaire de 81 hectares. Donc, c'est une ville en soi, c'est peut-être plus grand même que Griffintown, où nous planifions 3200 unités de logement de tout type, 225 000 pieds carrés de commerce et une très grande, et je souligne ça, une très grande célébration du passé militaire du lieu dans tous les parcs et l'art public, dans un ensemble qui est reconnu LEED Or. Mais ce que j'amène le projet parce que ça nous a pris 10 ans de planification à prendre la première livraison d'une maison. Et les prix des unités dans ce développement-là se situent dans le rang supérieur du marché parce que les coûts inhérents à livrer un projet de cette qualité-là génèrent un coût de terrain assez important. Deuxième projet, les bassins du Nouveau-Havre, ici à Montréal. C'est la conversion d'une friche industrielle de 25 acres et en un site identitaire du canal de la Chine, avec le développement des grands espaces communs, l'introduction de plus de 2400 nouveaux logements de plusieurs types, incluant le social, abordable et familial, la possibilité de services et d'emplois locaux intégrés à la ville, le tout dans une production LEED ND. Alors là, nous sommes déjà rendus à 5 ans de planification avec un investissement qui se situe au-delà de 30 millions de dollars. Et nous allons arriver là aussi, mis à part la contribution de logement abordable et social qui est sur le site, à des prix d'unité dans ce projet-là qui se situent encore là dans le rang supérieur du marché. Et je peux justifier, je n'ai pas amené des chiffres, mais je peux justifier que la valeur du terrain, le prix pour lequel nous devons vendre le terrain pour pouvoir accomplir tous ces objectifs-là que je viens d'énumérer, est un prix relativement élevé qui se compare aux autres prix du centre-ville. Alors, comment tout ça s'applique à Griffintown? Je dirais que Griffintown n'est peut-être pas un grand projet privé, comme ces projets-là, mais il y a certains principes qui sont constants entre les deux en termes de développement urbain sain et durable et qui s'appliquent à Griffintown.
J'ai pris quelques minutes dans ma réflexion avant de venir de décoder un peu qu'est-ce qu'on veut dire un quartier animé, vert et dynamique. Pour moi, ça touche plusieurs facteurs qui sont tout à fait montréalais quand on regarde le développement d'un quartier, où on peut commencer à tirer des similarités, mais aussi des différences avec des projets immobiliers qui sont des sous-quartiers, au plus de dire. Donc, quartier animé, vert et dynamique peut vouloir dire vivre et grandir à Montréal dans un habitat sain et abordable, diversifié, avec une vie collective dynamique. Une basse empreinte carbone des projets individuels, des cercles de transport collectif, viabilisation du transport actif et sécuritaire, infrastructure durable à basse empreinte carbone, espaces collectifs intensément utilisés par la population locale, tels les parcs et les trottoirs, accès local aux services à la population, tels commerce, loisirs et services sociaux, promotion du caractère montréalais inhérent au lieu, qui profite de la culture du design de Montréal, la notion de conservation et innovation simultanément, les paysages collectifs identitaires du lieu et l'aménagement et architecture de qualité partout. Voulant dire que Montréal est une ville de qualité. Ça doit se cadrer dans le renforcement voulu du centre-ville, vu que le Griffintown fait partie du centre-ville. Et il faut qu'on soit à la recherche d'une ville compacte versus une ville dense, qui mise sur la mixité, un phénomène qui est tout à fait montréalais au niveau des gabarits et des typologies. Alors, la pertinence de tout ça pour Griffintown se pose plutôt dans des questionnements. D'abord, on cite dans les documents Griffintown 7000 unités d'habitation et 1,5 million de pieds carrés de commerce. Est-ce que c'est un projet immobilier? Si c'est un projet immobilier, le développement immobilier passera tous azimuts à la qualité qui est commandée par le plus bas dénominateur commun du marché. Si c'est des projets de qualité et de haute gamme, ça va être des projets de qualité et de haute gamme. Si c'est des projets de basse gamme, ça va être des projets de basse gamme. Le développement du quartier va suivre. On peut imaginer le centre-ville de Toronto, qui est l'inverse des projets que j'ai cités. Le centre-ville de Toronto est un beau centre-ville. Je parle spécifiquement des terrains d'une partie du centre-ville qui s'appelle City Place, les anciens terrains du CN, qui est une forêt de tours, dont la plupart, puis c'est une production de condos dans des milliers par année sur ce territoire-là, la plupart de ces tours-là, de ces condominiums-là, sont achetés par des investisseurs qui ne demeurent pas là et qui vivent ailleurs, et ils sont mis en location. Alors, c'est une population extrêmement transitoire ou passagère qui ne bâtit pas un quartier comme le quartier que nous voulons ici. Alors, est-ce que Griffintown, c'est un projet immobilier de cette ampleur-là, ou est-ce que c'est un projet urbain vert, animé et dynamique, porteur de renouveau? Si c'est ce dernier, ça prendra l'engagement inébranlable des autorités envers des projets et des aménagements publics de qualité. Ça prendra des investissements publics importants en infrastructures, services et habitations en amont des projets immobiliers privés. Et il faudra reconnaître certaines limites dans la capacité du marché à emboîter le pas, car les unités de logement coûteront plus cher. Et la demande montréalaise pour de telles unités a ses limites. Griffintown ne peut capter que sa part de ces marchés-là. Quand on parle d'une unité de 400 000 $ à 1000 pieds carrés, qui est une unité familiale, c'est ça le prix. C'est ça qui résulte de cette qualité-là. Donc, ça prend d'autres intrants pour rendre le quartier accessible et abordable. Alors, oui, c'est une problématique immobilière. Dans les deux cas, le développement du secteur se doit de s'inscrire dans les dynamiques du marché immobilier montréalais, mais de façon fort différente. Dans un cas, le marché mène, dans l'autre cas, le marché suit. Et c'est important pour les autorités de donner le signal pour établir l'agenda et de proprement gérer la tension constructive et dynamique entre la recherche d'un quartier vert animé et dynamique et les dictats du marché. Et comment le faire, c'est une grande question. Certainement la planification, certainement des politiques, mais un savoir-faire du côté de la municipalité et des autorités de comment gérer et diriger les forces du marché.
C'est à la collectivité d'agir d'abord et de diriger le développement de son territoire en rapport avec les capacités des acteurs économiques qui ont une forte capacité de s'adapter, mais il y a quand même des limites à cette adaptation-là aussi. Merci.